Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne après cette intervention de très grande qualité de M. Pierre-Henri Diger de France Terre d'Asile. Nous sommes heureux d'être en ligne avec notre deuxième intervenant, n'est que monsieur le professeur Pierre Chapsal. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue à l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel et je tiens à vous remercier de votre acceptation, surtout un dimanche après-midi. Et le sujet qu'on traitera ensemble, c'est un sujet d'actualité et surtout avec les dernières décisions de la COP21 et la COP22 au Maroc. Il faut bien préciser à notre auditoire que le professeur Pierre Chapsal, maître de conférence associé à l'université Jean Moulin, Lyon 3, avec un bon souvenir par rapport à cette université de renom Lyon Jean Moulin. Et directeur associé à Horizon Public Conseil, professeur. Comme vous le savez, la première question qui s'impose, et on est où l'environnement à l'échelle internationale? Écoutez, d'abord je voudrais vous remercier pour votre invitation. C'est vrai que vous connaissez bien l'université Jean Moulin Lyon 3. Pour répondre à votre question, effectivement, l'environnement est devenu depuis ces dernières années une question majeure, à la fois dans le débat public, médiatique, mais également dans l'espace institutionnel et politique. Alors, on peut toujours regretter que les choses vont pas assez vite ou assez loin, mais globalement, il y a quand même une prise de conscience assez réelle de l'ensemble des partis depuis maintenant plus de 20 ans. Je dirais que l'un des grands moments où l'opinion publique et où les décideurs ont basculé sur les questions environnementales, c'est le sommet de Rio en 1992. Tout le monde l'a plus ou moins en tête et c'est quand même le grand rendez-vous international où les acteurs et les décideurs publics ont vraiment senti qu'il y avait quelque chose à faire sur le plan environnemental. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la situation, elle est perfectible et elle se dégrade malheureusement. Je voudrais prendre 3 exemples peut-être rapides. Le premier, c'est finalement l'organisme qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui regroupe 155 États et qui a rendu il y a à peine une semaine une série de rapports régionaux pour expliquer que nous avions une érosion de la biodiversité massive. Les scientifiques parlent de la 6e extinction massive des espèces, la 5e. C'était la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et nous sommes en train de vivre en ce moment une 6e extinction massive. Ce qui est tout à fait édifiant et alarmant, c'est qu'elle se déroule sous nos yeux. Nous en sommes évidemment les témoins, parfois peut-être aussi une partie des responsables. Et elle se fait dans un temps et un rythme extrêmement rapide. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui concerne le climat, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques minutes, puisque les COP21 et la COP22, évidemment, s'occupent du climat. Et aujourd'hui, tout le monde sait, vous le savez, nos auditeurs le savent, nous sommes aujourd'hui dans une perspective de changement climatique extrêmement rapide. Alors, il y a encore des débats, évidemment, avec des climato-sceptiques pour savoir quelles sont finalement les causes de ce changement climatique, de ce réchauffement climatique, et quelle est la part de la responsabilité humaine. Mais le phénomène en lui-même, aujourd'hui, n'est plus contesté.
Et puis le troisième et dernier sujet, on va en prendre plein d'autres, mais j'essaie d'aller vite Non, je vous prie, allez-y. pas non plus obérer notre temps d'échange. C'est tout ce qui concerne les pollutions, que ce soit la pollution de l'air, la pollution de l'eau, des milieux, ou la question des déchets ou des différentes nuisances. Nous avons là des phénomènes dont nous sommes là pour le coup parfaitement responsables. Je rappelle que la nature ne produit pas de déchets. Le déchet, c'est une invention humaine. Quand on voit qu'il y a par exemple chaque année 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans, et que sur ces 8 millions de tonnes, 80% viennent des terres, 10% sont laissés sur le littoral, en grande partie par les touristes, et 10% sont jetés en mer. Mais 80% des déchets plastiques qu'on retrouve dans les océans, c'est des déchets plastiques qui sont produits par nous, par nos activités, et ce sont des déchets qui sont produits à terre. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que souvent on condamne ou on regrette l'inaction ou l'insuffisance d'action des pouvoirs publics et des hommes politiques en particulier. Mais là, ces déchets-là, c'est nous qui les produisons, c'est pas les États. Donc il y a, oui, une prise de conscience globale depuis plusieurs décennies de la question environnementale. Ça s'accélère, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de problèmes qui, hélas, sont devant nous. Professeur, sincèrement, c'est un constat amer. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est horrible, hein, ce qu'on constate et ce que vous venez de citer aussi. Mais je vais me poser une question qui est un petit peu différente par rapport à ce qui se pose actuellement. Est-ce que la mondialisation, c'est elle qui gère maintenant l'humain au lieu que l'humain qui doit gérer cette mondialisation? Alors, oui, c'est une bonne question parce que finalement, derrière tout ça, c'est la façon dont le monde est organisé et la façon dont nos sociétés sont organisées qui sont en cause. Alors la mondialisation est un phénomène qui accélère un certain nombre de choses. Oui. Le fait que nous échangeons des marchandises en flux tendu dans tous les coins du monde, c'est quelque chose qui transmet aussi des animaux, des nuisibles, transmet des maladies, génère des pollutions. Le transport maritime est un générateur massif de pollution et de gaz à effet de serre. Donc évidemment, la mondialisation joue quelque chose et joue un rôle important. Mais je dirais que à l'inverse, la mondialisation, c'est aussi ce qui permet peut-être d'améliorer la coopération internationale sur un certain nombre de sujets. Et je rappelle que les grands accords climatiques ou environnementaux sont signés à la quasi-unanimité des États. L'accord de Paris, c'est 195 États signataires. Alors, est-ce que la mondialisation est un élément qui aggrave ou qui peut permettre d'arriver à avoir des solutions globales? C'est les deux. La mondialisation, c'est évidemment un facteur aggravant, mais c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir des solutions. On estime qu'il y a besoin d'une régulation mondiale en matière d'environnement. On fait partie, la France fait partie des pays qui plaident pour créer à terme une agence mondiale des questions environnementales ou des questions climatiques. Aujourd'hui, elle n'existe pas. C'est aussi une façon de faire de la mondialisation politique, d'avoir de la régulation dans cette mondialisation. Justement, la France, c'est un brillant élève dans cette notion de la mondialisation plutôt environnementale, comme vous dites, et notamment avec l'accord de Paris, donc tout le monde le sait, mais sauf que, comme vous le savez, que tout le monde le sait, on a eu la grande surprise d'avoir M. Trump qui arrive et qui dit « Moi, je reste pas avec vous ». Trouvez-vous normal déjà un président d'un État comme les États-Unis de donner l'exemple et surtout le mauvais exemple par rapport... C'est comme quelqu'un qui est en train de se faire tirer une balle dans les pieds, comme on dit. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de détruire la base de son rayonnement, la base de sa richesse, la base de son pouvoir. Oui, je comprends bien et je partage évidemment ce point de vue. Et en même temps, il ne faut pas caricaturer la position de Trump. D'abord, c'était pas une position totalement inattendue. C'était quelque chose qu'il avait avancé pendant sa campagne, qui était programmée. Et d'ailleurs, tout le monde était plutôt attentif aux décisions qu'il allait prendre en ce sens. Le deuxième élément, il faut bien avoir en tête que Trump est comme l'ensemble des dirigeants, souvent essaie aussi de défendre des intérêts nationaux. Donc la décision de Trump, je crois qu'il ne faut pas la résumer à un caprice personnel. Ça repose aussi sur une analyse de ce qu'est aujourd'hui la société américaine, de ce qu'est l'économie américaine, et ça participe de ce que lui et son administration prétendent être une défense des intérêts américains.
Je crois que si on oublie cette perspective-là, on ne peut pas avoir un dialogue avec les États-Unis qui permette d'aboutir à un retour, par exemple, des États-Unis dans l'accord de Paris, retour que Trump lui-même n'exclut pas. Il dit il faut continuer à discuter. Ce qui est intéressant derrière la position de Trump, encore une fois, que je ne partage pas, hein, je ne me fais pas le défenseur de Trump, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que au final, cette décision américaine a pas tant de conséquences que cela. Je m'explique. Dans la foulée de la décision de Trump, vous avez eu un engouement à la fois aux États-Unis, mais même dans l'espace mondial, de réaction à la décision de Trump. Et vous avez plein d'acteurs, y compris des entreprises, y compris des grands décideurs publics, qui en réaction à la présidence, à la décision du président Trump, se sont vivement engagés en faveur de la lutte contre le changement climatique. Dans la semaine qui a suivi, vous avez un certain nombre de milliardaires américains qui, sur fonds propres, se sont engagés pour pallier le retrait des États-Unis sur le fonds climat, le fonds vert pour le climat. Vous avez des États américains, la Californie, etc. Vous avez des grandes villes américaines, vous avez des décideurs américains qui ont dit, OK, il y a la décision gouvernementale et fédérale, eh bien nous allons nous engager et nous allons faire ce que l'État fédéral américain ne fait plus. Donc en fait, il y a à la fois un mauvais signal envoyé par Trump et en même temps, paradoxalement, un effet positif à cette décision qui est un engagement massif de plein de gens qui peut-être sans cela serait resté un petit peu plus, peut-être pas passif, mais spectateur ou moins acteur en tout cas de cette dynamique. Donc au final, il faut faire avec, il faut avancer avec, et puis il ne faut pas du tout exclure qu'un jour les États-Unis reviennent sur une autre position, d'abord parce que leurs intérêts peuvent changer. Bien sûr. Les États-Unis font partie des pays qui investissent massivement, et vous avez des entreprises américaines qui investissent massivement le secteur des énergies renouvelables, de l'économie décarbonée, etc. Donc il peut y avoir un intérêt stratégique pour l'économie américaine à se situer dans la vague mondiale de lutte contre le changement climatique. D'autre part, vous avez quand même des phénomènes climatiques à répétition en Louisiane, notamment, mais surtout l'ensemble des littoraux américains qui font qu'il y a aussi une pression sur l'État fédéral pour que le changement climatique soit pris en compte. Vous savez, tout ce qui se passe, les tornades, les inondations à répétition, ça coûte des milliards de dollars aux compagnies américaines, aux compagnies d'assurance américaines. Donc, tout ça fait que la position de Trump n'est pas gravée dans le marbre. Et puis, vous savez, un président, c'est l'avantage des démocraties, ils sont là pour une durée limitée, donc il faut toujours préparer et anticiper la suite. heureusement, professeur, et surtout, donc moi j'essaie de simplement de faire un état de lieu, en gros, sur ce dossier, dans l'environnement. Mais la question principale, c'est qu'est-ce que c'est que la diplomatie environnementale? Quelles sont ses formes? Quelles sont ses limites? Quelles sont son influence? Ses influences plutôt. Donc cette diplomatie environnementale, comment vous, en tant que professeur spécialiste en la matière, comment vous voyez, comment vous pouvez nous l'expliquer d'une manière simple pour que notre auditoire comprenne que chacun de nous peut être un acteur dans cette diplomatie environnementale? Oui, alors il y a deux niveaux. Il y a la diplomatie des États et puis il y a la diplomatie des acteurs non étatiques. C'est ça. Alors la diplomatie des États, la diplomatie environnementale des États, c'est une diplomatie traditionnelle qui s'occupe d'environnement. Alors une fois que je vous ai dit ça, je vous ai pas tout dit évidemment. Ça veut dire très concrètement que, et nous on l'observe beaucoup dans l'espace francophone puisque je suis dans un institut qui s'occupe de mondialisation et beaucoup de francophonie, finalement la diplomatie, elle va permettre à des gens, des diplomates, des hommes politiques, des juristes, de travailler et de mettre en œuvre une coopération internationale. C'est les grands accords, c'est les grands traités. Il n'y a pas de diplomatie sans normes internationales. Donc on élabore ces normes internationales et puis après il faut essayer de les faire respecter. En matière environnementale, depuis maintenant assez longtemps d'ailleurs, vous avez des textes et des accords internationaux, au départ sur la préservation, la protection des espèces par exemple, de façon plus récente sur le climat. 1992, Rio, je le citais, c'est un moment où on va signer une convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et derrière, il y a des grands textes fondateurs comme le protocole de Kyoto ou plus récemment l'accord de Paris. Tous ces textes internationaux sont issus d'une coopération et de négociations internationales. C'est le premier sujet de la diplomatie environnementale, c'est d'organiser et de participer à ces négociations internationales pour obtenir des résultats.
Le deuxième grand sujet, il y en a trois, hein, le deuxième grand sujet de la diplomatie environnementale, c'est de s'occuper de tous les conflits, c'est-à-dire d'essayer de les prévenir ou de les régler, de tous les conflits qui peuvent avoir lieu à cause de problématiques environnementales. C'est-à-dire? Alors, eh bien, c'est par exemple l'accès aux ressources. Alors, il y a les ressources stratégiques, énergétiques, etc. Ça peut être des ressources vitales, l'eau. Oui. C'est pas nouveau, hein. Les guerres de l'eau, elles ont existé et elles existent encore même sous nos yeux. Ouais. Et puis il y a des conflits par contre ou des risques géopolitiques nouveaux. Vous aviez tout à l'heure avec vous Pierre-Henri, qui est le directeur général de Terre d'Asile, mais par exemple Terre d'Asile travaille aujourd'hui sur la question des réfugiés climatiques. C'est une nouvelle problématique géopolitique qui est en train d'apparaître, cette notion de réfugiés climatiques. C'est des populations, alors selon les chercheurs, c'est 500 millions de personnes à minima, 700 millions de personnes en hypothèse haute, donc c'est quand même pas rien, qui sont directement impactées par le changement climatique et qui vont avoir l'obligation de migrer, de changer de territoire. Alors ça concerne des micro-États insulaires dans l'océan Indien, ça concerne aussi des zones désertiques en Afrique subsaharienne, ça concerne également des zones littorales qui sont en forte érosion et qui condamnent les populations à aller ailleurs. Et ça peut se faire aussi dans des situations, je pense, au sud-est asiatique ou dans des zones comme le Bangladesh, l'Inde ou le Pakistan, où il y a de très fortes tensions démographiques et politiques. Donc il y a là des risques majeurs. La diplomatie environnementale, ça consiste à prendre en compte ces risques géopolitiques et d'essayer de les anticiper. Et puis, troisième grand sujet de la diplomatie environnementale, et je fais le lien avec ce qu'on disait à l'instant et ce que vous disiez sur la décision du président Trump, eh bien, c'est de défendre les intérêts nationaux. Les diplomates, ce sont aussi des gens qui négocient pour le compte de leurs États et qui doivent défendre des intérêts nationaux. Et en matière environnementale, on a des intérêts nationaux à défendre, soit parce qu'on a des patrimoines naturels à protéger ou à valoriser, soit parce qu'on a des champions économiques, des entreprises, des savoir-faire qui peuvent demain être des avantages concurrentiels dans une économie mondialisée. Donc il y a la défense des intérêts. Donc finalement trois grands champs, la coopération internationale, la prévention des conflits et la défense des intérêts nationaux. C'est ça finalement la diplomatie environnementale. Avant de passer à ma dernière question, si vous le permettez, monsieur professeur Pierre Chapsal, vous venez d'évoquer quelque chose de très intéressant qui rentre un petit peu dans une activité que j'exerçais dans le temps. Vous avez parlé de la diplomatie géopolitique. D'accord? Et vous avez parlé surtout, plutôt climatique. Veuillez m'excuser. Oui. Plutôt climatique. Cette diplomatie climatique, comme tout le monde le sait, maintenant on voit à cause de la sécheresse, à cause de la montée du Sahara aussi, dans les pays africains, on voit comme quoi il y a un exode énorme vers les villes côtières. Oui. Et vous êtes un spécialiste aussi de la ville. Donc vous êtes quelqu'un qui vous connaissez énormément ce dossier de la ville. Selon vous, comment vous voyez je parle de solution pas immédiate, mais au moins à moyen court terme, de permettre de stopper cette immigration interne vers les villes qui sont des villes déjà sont submergées. Et on constate par exemple au Maroc, à titre d'exemple, que vous connaissez, la ville de Casablanca, et qui ne cesse pas d'augmenter, ne cesse pas de s'élargir de plus en plus avec des bidonvilles. On enlève les bidonvilles, on en retrouve d'autres, encore plus loin. Et tout ça, ça vient tout simplement qu'il y a un grand nombre d'exodes ruraux. Selon vous, quelles sont les mesures qui devront être prises par les autorités, quelle que soit cette autorité, pour stopper cette immigration climatique qui est en relation avec, bien sûr, avec le climat, mais qui pose un réel problème sur la ville, sur la santé, sur l'éducation et bien entendu sur la relation nord-sud, vu que simplement quand la personne n'a rien à faire, donc elle pense à immigrer et on voit pertinemment tous les drames sur la Méditerranée et autres vers l'Europe. Quels sont vos conseils pour permettre à ces populations de rester chez eux et en même temps, ou bien entreprendre des méthodes qui permettront de les garder dans leur territoire, là où ils se trouvent? Vous mettez le doigt sur un sujet majeur, crucial et fondamental pour l'avenir
à la fois l'avenir des populations et même l'avenir, je dirais, d'une grande partie de territoires qui peuvent basculer d'une situation de paix à une situation de conflit. Je ne sais pas, hélas, s'il existe des solutions miracles ou des solutions simples, mais deux éléments. Le premier élément, c'est que au-delà de l'aspect climatique, nous sommes en train vraiment de changer de monde. C'est le fait de l'accroissement démographique que l'on observe depuis plusieurs décennies, évidemment. Et ce monde qui était peut-être à l'exception de quelques zones comme certains pays occidentaux, mais c'était un monde qui était globalement agricole et rural. Et aujourd'hui, ce monde agricole-rural devient un monde urbain et moins agricole. Alors ça pose des problèmes parce que s'il y a moins d'agriculteurs, il y a moins d'alimentation, évidemment, et que dans le même temps, s'il y a plus de monde, il faut nourrir toute cette population supplémentaire. Donc il y a des problèmes de tension agricole, alimentaire, qui sont, encore une fois, devant nous. Le deuxième élément, et vous en parliez très bien, c'est justement le phénomène d'urbanisation massive. Ces gens, nous on a connu ça avec les révolutions industrielles, où nous avons à notre petite échelle connu des exodes ruraux. Aujourd'hui, on voit ça de façon massive. Les gens viennent effectivement dans des villes qui deviennent des grandes villes, puis des métropoles, puis des mégalopoles, des mégapoles, en bordure littorale, souvent. Ce qui accentue encore un problème, c'est la vulnérabilité de ces grands ensembles urbains face justement à l'érosion côtière et à la montée des eaux, des océans. Donc là, il y a des risques majeurs. Alors, comment on peut travailler sur ça ? C'est très compliqué. Vous avez des pays comme l'Égypte qui essaient de travailler sur cette notion. Le problème, c'est que quand vous arrivez à réguler les problèmes d'assainissement et de déchets sur une ville comme Alexandrie, c'est plus de 10 millions d'habitants. Ce que vous arrivez à faire, finalement, est défait dans les 2 ans qui suivent par l'augmentation de la population. Donc c'est très compliqué de suivre en fait l'augmentation de la population. Alors il y a des techniques aujourd'hui qui existent. Beaucoup de gens travaillent sur l'urbanisme durable, sur les villes durables. Hélas, aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont plutôt dédiées à des zones ou des territoires déjà développés, parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Et puis, au-delà des investissements qui, eux, dépendent de la puissance publique, vous avez quelque chose qui dépend moins de la puissance publique, mais qui est le comportement des gens. C'est le comportement en matière de déchets, le comportement en matière d'eau usée, etc. Donc, c'est un ensemble global qu'il faut voir, il faut évidemment l'avoir en tête. Malheureusement, il n'existe pas de solution. La seule solution, c'est d'essayer d'éviter le premier risque, c'est le risque sanitaire. Le deuxième risque, c'est l'accès à l'eau. Il y a des vrais problèmes d'accès à l'eau et à l'eau potable. Et puis après, la solution, elle passera par le développement économique, c'est-à-dire la façon de créer de l'activité, une activité créatrice de valeur qui permet d'asseoir et de stabiliser une zone ou une région ou un territoire. C'est des travaux de moyen terme, ça peut pas se faire rapidement. Ce qui prend tout le monde de court, c'est que c'est un phénomène qui galope, qui est spectaculaire dans son intensité et dans sa rapidité, et qui échappe à tous les modèles politiques, économiques connus. Donc là, on a un défi qui est absolument majeur. Vous avez tout à fait raison de mettre le doigt dessus. Écoutez, vous connaissez le Maroc, professeur, et je souhaite simplement, par votre intermédiaire, un témoignage par rapport à ce que vous avez pu constater vous-même et le travail que vous faites en tant que chercheur dans ce domaine, et surtout dans le cadre de l'environnement. Comment vous voyez le Maroc par rapport à d'autres pays africains? Je parle par rapport à d'autres pays africains. Est-ce qu'il s'agit d'un pays qui est en progression en termes d'environnement ou pas? Oui, alors je vais voir des paroles quand même rassurantes. Après tout le tableau cataclysmique que nous avons dressé, c'est que même s'il y a des défis majeurs devant nous, il y a quand même beaucoup de choses qui se font et de choses positives. Et je connais pas d'État où il n'y a pas quand même une prise de conscience et des tentatives pour essayer d'améliorer les situations et d'anticiper sur l'avenir. Le Maroc fait partie de ces pays. Le Maroc, évidemment, est même en train d'essayer de prendre des leaderships sur ces sujets. D'abord parce que le Maroc s'est engagé depuis une grosse décennie dans une diplomatie très active. Ça se manifeste par son extension de son réseau diplomatique.
mais aussi par un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, politiques, et d'organisation de grands événements. On parlait tout à l'heure de la COP 22 qui s'est tenue à Marrakech. On pourrait parler aussi du sommet de l'action africaine qui a réuni 30 chefs d'État sur les questions environnementales et climatiques, 30 chefs d'État africains. Et on voit bien que le Maroc, à travers la diplomatie en général et la diplomatie environnementale en particulier, essaie de jouer un rôle, et c'est une tentative heureuse puisque c'est un essai qui se transforme en ce moment sous nos yeux. Traditionnellement, les relations internationales du Maroc avaient finalement 3 grands cercles. Un cercle qui est le cercle arabo-musulman, un deuxième grand cercle qui était les partenariats stratégiques avec des Occidentaux, l'Union européenne ou les États-Unis, et puis aujourd'hui un troisième cercle qui était peut-être un petit peu en retard par rapport aux 2 premiers, mais sur lesquels la puissance marocaine est très bien positionnée. C'est un rôle d'intermédiaire, de partenaire et d'appui pour un certain nombre d'États d'Afrique subsaharienne en matière de sécurité, en matière de développement économique et en matière de climat notamment. Alors derrière ces actions de diplomatie environnementale, c'est bien aussi des problèmes marocains qui sont traités. C'est des problèmes d'abord environnementaux ou climatiques propres au Maroc. Le Maroc fait partie de ces pays directement impactés par l'érosion du littoral dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a 3400 ou 3500 kilomètres de côte. Si on regarde la Méditerranée et l'Atlantique, c'est considérable. Et au Maroc, vous avez 70% de la population urbaine qui habite sur une zone littorale et 80% des activités industrielles sont sur la bordure littorale. Donc on comprend bien que s'il y a une érosion du littoral et s'il n'y a pas de stratégie marocaine sur ces sujets-là, c'est l'activité du pays et son avenir qui sont handicapés. Donc il y a des intérêts vraiment très importants à défendre là-dessus. Et puis c'est aussi un moyen d'ouvrir des nouveaux champs de développement économique, au-delà de l'influence. Le Maroc a une stratégie de développement durable qui met beaucoup d'investissements et qui mise beaucoup sur la notion de croissance verte, avec 3 secteurs stratégiques qui sont l'agriculture, l'énergie et le tourisme, avec l'écotourisme. Et donc il y a là un défi majeur pour le développement du Maroc. C'est un défi qui passe aussi par la formation des Marocains. Les universités marocaines sont très engagées dans des formations en droit, en économie, en sciences, qui concernent tous ces sujets. Ça veut dire qu'en formant de la matière grise et des talents, les Marocains vont pouvoir aussi avoir un développement endogène beaucoup plus soutenu. Et donc tout ça est profitable, bien sûr, pour l'ensemble de la communauté internationale. Et au premier rang des intérêts, c'est évidemment les intérêts marocains et ceux de la population marocaine. Donc tout ça va vraiment dans le bon sens. Mais écoutez, professeur, il y a juste un point que j'ai vu, la France a entrepris sa première action. J'espère bien que le Maroc le fera aussi très bientôt. On parle maintenant de la finance verte. Oui. Avez-vous une idée de quoi il s'agit réellement ou pas? Oui, alors il y a plusieurs choses derrière le mot finance verte. C'est souvent, on en parle un peu dans les médias et des fois on met pas toujours la même chose derrière cette expression. C'est-à-dire alors déjà, il faut bien voir que le monde financier qui a une finance verte, c'est-à-dire du financement sur les actions vertes. Alors ça, c'est la première façon de parler de finance verte. Ça renvoie au Fonds vert pour le climat qui a été mis en place dans les années 90 et par lequel l'accord de Paris a monté à 100 milliards de dollars par an les investissements pour développer de façon durable et écologique l'économie mondiale. Derrière la finance verte, aujourd'hui, il y a quelque chose de plus précis, de plus technique, qui est un petit peu moins parlant pour nous, mais qui est majeur, qui est fondamental, c'est la réorientation du système financier mondial. La finance mondiale, aujourd'hui, elle est évidemment spéculative, tout le monde le sait, et elle ne prend absolument pas en compte l'environnement ou le climat. Eh bien, c'est quelque chose qui appartient au passé. Aujourd'hui, vous avez les grandes agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, etc., qui notent les sociétés cotées en bourse. Aujourd'hui, dans la façon dont elles notent les sociétés, elles intègrent le bilan carbone des sociétés, elles intègrent la façon dont elles investissent ou pas dans de l'économie décarbonée. Plus vous avez une économie carbonée dans votre modèle industriel ou financier, plus votre note est basse, dégradée. Donc ça, évidemment, c'est un levier massif.
C'est-à-dire que les analystes financiers vont mieux coter, donc mieux valoriser des entreprises qui sont plus vertueuses en matière environnementale. Donc c'est évidemment quelque chose qui est, c'est un levier qui est au moins aussi puissant que toutes les décisions politiques qu'on peut prendre. Dernier point sur ce sujet, la finance verte, c'est aussi la façon de financer des start-up, c'est-à-dire des petites entreprises qui vont avoir des modèles technologiques ou organisationnels innovants, dédiés à la gestion du climat, aux services écosystémiques, au biomimétisme, tout ce qu'on appelle la bioéconomie. Et là, c'est quelque chose qui, évidemment, ouvre beaucoup de possibles. Et c'est par ces possibles qu'on trouvera aussi des solutions qui nous permettront de relever tous les grands défis qui nous ont fait un petit peu peur au début de l'interview. Professeur Pierre Chapsal, merci infiniment de cet éclairage sur la diplomatie environnementale. J'espère qu'on aura l'occasion de parler aussi un jour de la francophonie, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et il y a d'autres intervenants qui sont passés dans notre antenne qui ont parlé de la francophonie, son avenir, un état de lieu, quels sont les moyens pour sa promotion. Je vous dis à très bientôt et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous, bon dimanche et bon dimanche à tous nos éditeurs. Et encore une fois, merci. Merci, au revoir monsieur, au revoir, merci. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.